Un amour plus fort que le monde. En cet après-midi gris de 1996, la pluie martelait les fenêtres du centre d'adoption de Cicero, une banlieue ouvrière à l'ouest de Chicago. L'intérieur sentait la moquette humide et le désinfectant bon marché. Les néons vacillants projetaient une lumière froide sur les murs défraîchis, où des affiches jaunies vantaient un avenir meilleur pour les enfants oubliés. George Whitman entra, ses cheveux argentés collés par la pluie, ses mains calleuses serrant une enveloppe de formulaires froissés. À 58 ans, ce concierge d'école n'avait ni épouse, ni économie, ni enfant biologique. Il vivait dans un appartement exigu, économisant chaque centime pour un jour de pluie qu'il n'espérait jamais voir. Mais une conversation à l'église méthodiste du quartier, où il chantait dans la chorale chaque dimanche, avait changé quelque chose en lui. 3 petites filles, des sœurs, attendaient un foyer depuis trop longtemps, rejeté par tous. Le directeur, un homme aux lunettes épaisses et à la voix lasse, l'accueillit avec une méfiance polie. « Ce sont des sœurs, expliqua-t-il, hésitant. Noires, très proches en âge, 6, 4 et 3 ans. Elles ont un passé compliqué. La plupart des adoptants veulent des bébés, pas un trio, et encore moins des enfants comme elles. » George, avec son regard doux et son vieux manteau rapiécé, ne broncha pas. « Je veux les rencontrer, dit-il simplement. » Dans une pièce austère, meublée seulement d'un banc en bois et d'une table en formica, il les vit pour la première fois. Amara, 6 ans, se tenait comme une sentinelle devant ses cadettes, ses traits serrés ornés d'un ruban délavé. Ses yeux sombres, perçants, scrutaient George avec une méfiance forgée par des années de déception. Elle avait appris, bien trop jeune, à lire le danger dans les gestes des adultes. Zena, 4 ans, était assise sur le banc, ses petites mains jointes sur une robe trop grande, ses lèvres scellées par un mutisme qui durait depuis près d'1 an. Ses grands yeux semblaient voir à travers les murs, mais elle ne laissait rien transparaître. Naomi, 3 ans, se blottissait contre Amara, un gémissement étouffé s'échappant chaque fois que la porte s'ouvrait. Leur dossier racontait une histoire brutale, des foyers d'accueil instables, des refuges surpeuplés, des adoptions avortées. Amara avait été battue dans une maison, des bleus encore visibles sous sa manche. Zena avait été enfermée dans un placard pour avoir trop parlé. Naomi, arrachée à une mère toxicomane, ne se souvenait que de cris et d'absence. Aucune d'elles ne souriait. George s'agenouilla lentement, ignorant la douleur dans ses genoux usés par des années de ménage. « Je m'appelle George, » dit-il, sa voix chaude comme un vieux vinyle. « Personne ne laisse personne derrière. Si je prends l'une de vous, je vous prends toutes. » Les ramener chez lui fut un pari audacieux, loin des contes héroïques. Son appartement d'une chambre, dans un immeuble délabré du Southside, était à peine assez grand pour une personne. Les murs étaient tachés, le plancher craquait, et une fuite goûtait dans un seau au coin de la cuisine. George céda son lit étroit aux filles, dormant sur un canapé défoncé dont les ressorts lui meurtrissaient le dos. Pour subvenir à leurs besoins, il enchaîna 3 emplois. Concierge à l'école élémentaire le matin, balayeur de parking sous les néons blafards le soir, et plongeur dans un dîner graisseux les week-ends. Chaque matin, il se levait à 4h30, préparait des sandwichs au beurre de cacahuète et vérifiait que les filles avaient de quoi écrire pour l'école. Chaque fille portait son fardeau différemment. Amara, si féroce en apparence, s'effondrait la nuit, ses sanglots étouffés par son oreiller. George, réveillé par ses pleurs, s'asseyait à son chevet, fredonnant Amazing Grace, la chanson préférée de sa propre mère, jusqu'à ce que ses tremblements cessent. À l'école, Amara résolvait des équations complexes sur des bouts de papier, mais ses professeurs, prompts à juger, la renvoyaient pour comportement perturbateur. George voyait autre chose, une intelligence brute, un esprit capable de calculer des trajectoires comme une étoile filante. Zena, murée dans son silence, semblait absente du monde. Pendant 8 mois, elle ne prononça pas un mot, ses yeux suivant George avec une curiosité prudente. Chaque soir, il s'asseyait à côté d'elle sur le tapis usé, lui offrant des crayons usagés et un carnet à la couverture fleurie, acheté dans une friperie pour 50 cents. Il ne la pressait jamais, se contentant de dessiner avec elle des formes simples, des étoiles, des arbres. Une nuit, alors qu'il lui tendait un nouveau carnet, elle murmura « Merci, papa ». George se retira dans la cuisine, les larmes roulant sur ses joues burinées, priant pour que personne ne l'entende. Naomi, la plus jeune, était prisonnière de terreur nocturne. Ses cris perçaient la nuit, appelant une mère dont elle n'avait que des souvenirs flous, une voix, une ombre.
Georges s'asseyait sur le bord du lit, tenant sa petite main, et murmurait « Je suis là, ma puce. Je ne pars pas. » Il lui racontait des histoires de son enfance, des anecdotes sur les étoiles qu'il observait avec son père dans les champs de l'Illinois, jusqu'à ce qu'elle s'endorme, apaisée. Mais le monde extérieur était impitoyable. Dans les supermarchés, des clients lançaient des regards suspicieux. « Vous êtes leur baby-sitter » demandait-on, incapable de concevoir qu'un homme blanc célibataire puisse être leur père. À l'école, les professeurs chuchotaient, doutant de ses compétences parentales. Les travailleurs sociaux, lors de visites inopinées, scrutaient l'appartement, cherchant des preuves d'échec. Un jour, au rayon des légumes, Amara surprit une femme murmurer. Un homme comme lui avait 3 filles noires. Ça cache quelque chose. Ce soir-là, elle pleura dans les bras de Georges, demandant pourquoi le monde les détestait. Il la serra contre lui, son vieux pull sentant le savon bon marché, et répondit « Le monde ne vous connaît pas encore. Montrez-lui qui vous êtes, et il n'aura d'autre choix que de vous respecter. » Georges sacrifia tout. Il réparait leurs chaussures avec du ruban adhésif, marchait pieds nus pour économiser les siennes. Les Noëls étaient modestes, du pain de maïs cuit dans une poêle cabossée, des guirlandes en papier découpées dans des journaux, des carnets offerts comme cadeaux précieux. Chaque automne, il économisait pour des fournitures scolaires, choisissant des crayons de couleur bon marché mais aux teintes vives. « L'éducation est votre passeport » répétait-il. « Je ne peux pas vous donner l'argent, mais je peux vous donner une chance. » Et elles saisirent cette chance. À 12 ans, Amara remportait des concours de mathématiques, ses calculs griffonnés sur des bouts de papier impressionnants, même ses professeurs les plus sceptiques. Zena, libérant enfin sa voix, rejoignit l'équipe de débat du lycée, ses discours empreints d'une éloquence qui faisait taire les salles. Naomi transforma ses cauchemars en mots, écrivant des essais sur sa douleur qui lui valurent un prix littéraire d'État à 16 ans. Georges, lui, restait inchangé, même bottes usées, même chemise rapiécée, mêmes yeux doux. Quand Zena, à 17 ans, lui demanda pourquoi il n'avait jamais cherché à se remarier, il répondit avec un sourire fatigué. « Vous êtes les amours de ma vie. Je n'ai besoin de personne d'autre. » Les années passèrent comme des saisons. Les filles obtinrent leur diplôme de lycée, puis d'université, grâce à des bourses arrachées par leur détermination. Amara devint ingénieur aérospatial, concevant des systèmes de navigation pour la NASA, ses équations traçant des chemins vers les étoiles. Zena, avocate, se fit un nom en défendant les droits des enfants placés, sa voix résonnant dans les tribunaux comme un écho de son silence d'antan. Naomi, pédiatre, soignait des enfants dans un hôpital de Chicago, ses mains apaisant les peurs comme Georges l'avait fait pour elle. Georges, désormais octogénaire, prit sa retraite, vivant toujours dans son appartement délabré, refusant l'aide de quiconque, ses chemises toujours aussi usées. Mais un matin ordinaire de 2023, 27 ans après ce jour pluvieux au centre d'adoption, l'impensable se produisit. Georges, 85 ans, traînait des pieds sur le trottoir, son t-shirt blanc déformé par le temps, ses lunettes glissant sur son nez. Il s'assit sur un banc près du parc, un lieu où il emmenait autrefois les filles pour ramasser des feuilles d'automne. Il ignorait que ce jour allait devenir le plus mémorable de sa vie. 3 voitures de luxe s'arrêtèrent lentement. Une Tesla noire, sobre et élégante, une Mercedes argentée, scintillant sous le soleil matinal, un SUV Lamborghini orange vif, audacieux comme un feu d'artifice. Georges ajusta ses lunettes, plissant les yeux, puis se figea. 3 femmes en sortirent, chacune rayonnant d'une grâce conquise de haute lutte. Amara, 33 ans, portait une robe noire ajustée, ornée du collier en argent que Georges avait économisé 6 mois pour lui offrir à 15 ans, pour un gala scolaire. Zena, 31 ans, était en tailleur sombre, ses lunettes cerclées d'acier reflétant sa stature d'avocate respectée. Naomi, 30 ans, arborait une blouse cramoisie, son badge de médecin pédiatre accroché à son sac en cuir. Elles s'approchèrent, et Naomi fut la première à parler, sa voix brisée par l'émotion. « Papa. » Georges, incrédule, murmura. « Mes filles, c'est vraiment vous ?» Zena prit sa main, usée par des décennies de travail, et y glissa un trousseau de clés attachées à une pochette en velours noir. Amara, les larmes roulant sur ses joues, ajouta « C'est à toi, papa. La voiture, la maison, tout. » Georges fixa les clés, puis la Lamborghini garée à quelques mètres, son éclat contrastant avec le bitume gris. « Pourquoi ?» demanda-t-il, sa voix tremblante. « Parce que tu nous as aimés quand le monde nous rejetait, » répondit Naomi,
ses yeux brillants. Tu es resté. Tu as cru en nous. Tu nous as donné un avenir. 27 ans plus tôt, la société les avait jugées inadoptables, trop traumatisées, trop brisées, trop différentes. George n'avait jamais cru ces étiquettes. Il avait vu des reines là où d'autres voyaient des fardeaux. Aujourd'hui, entouré de ses filles, il plaira, non pas pour les cadeaux, mais parce qu'elle s'était souvenue. Elle lui avait acheté une maison dans un quartier verdoyant, avec un jardin où des rosiers s'épanouissaient, des fenêtres donnant sur un lac scintillant, et une véranda où il pourrait lire ses vieux journaux. Elles avaient engagé une aide-soignante pour veiller sur sa santé déclinante. Et, plus précieux encore, elles avaient créé la fondation George Whitman, une organisation dédiée à trouver des foyers pour les enfants abandonnés, avec une bourse pour financer leur éducation. Tu n'as jamais rien demandé, dit Zena, sa voix mêlant fermeté et tendresse. Alors, nous t'avons tout donné. Des passants s'arrêtèrent, certains filmant la scène, une femme essuyant ses larmes de l'autre côté de la rue. George n'était plus seulement un père. Il était un symbole de ce que l'amour désintéressé peut accomplir face à l'adversité. Dans sa nouvelle maison, George s'installa dans un fauteuil en cuir moelleux, entouré de photos encadrées. Les filles à leur remise de diplôme, leur mariage, leur rire capturé dans des moments fugaces. Sur la cheminée trônait une photo en noir et blanc, prise à l'orphelinat en 1996. 3 petites filles, serrées les unes contre les autres, incertaines mais unies. Dessous, une plaque gravée. À George Whitman, l'homme qui a vu des reines là où le monde voyait des orphelins. Nous n'avons jamais été indésirables. Nous avons toujours été à toi. Lors d'une conférence de presse organisée par la Fondation une semaine plus tard, Amara, micro en main, déclara « Le monde nous a refusés, mais cet homme nous a choisis. Il a sacrifié sa jeunesse pour notre avenir, son confort pour notre guérison. Nous lui rendons ce qu'il nous a donné, un amour qui ne demande rien en retour. » George, assis à leur côté, ses mains tremblantes posées sur ses genoux, murmura « Je suis fier, pas pour la maison ou la voiture, mais parce que mes filles sont devenues des étoiles. J'ai juste eu la chance de les voir briller. » Ce n'était pas une histoire de richesse ou de gloire. C'était l'histoire d'un homme que le monde jugeait trop pauvre pour être père, et de 3 filles qui prouvèrent qu'il était le plus riche de tout riche d'un amour qui transforma des vies. Si vous avez aimé cette histoire, laissez un pouce bleu et abonnez-vous pour découvrir d'autres récits émouvants qui célèbrent l'espoir et la résilience. Dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez, vos messages nous touchent. Restez curieux, restez bienveillants, et à très bientôt.